Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la France qui se met à acheter des cryptos. C'est quoi cette histoire? Je vais vous parler aussi de stablecoin. Le projet de loi sur les stablecoins aux États-Unis a été publié, en tout cas la version draft. On va parler de GameStop. Je vais vous parler d'une société française qui achète du BTC et plein d'autres sujets autour de la SEC notamment. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Alors on commence par les mauvaises nouvelles. Le marché crypto est encore en baisse. Un BTC à 85 000 $, moins 2%, Ethereum 1900 $, moins 6%, XRP moins 6% aussi. Je passe aussi aux actus. Je vous rappelle juste qu'il y a toujours 20 € offerts sur Bitvavo. C'est valide jusqu'à lundi 31. Du coup, faites-y si vous voulez en profiter. Vous avez le lien dans la description. 20 € pour faire ce que vous voulez sur la plateforme Bitvavo. Et je vous rappelle juste qu'il y a des frais qui sont vraiment faibles sur les paires USDC, 0,05%, et des paires de trading vraiment très beaucoup de liquidité sur les paires euros. Alors, commençons avec le sujet autour des stablecoins. Qu'est-ce qui se passe avec les stablecoins? Regardez. On a un projet de loi, le Stable Act of 2025, qui est en train d'être discuté aux États-Unis. La version préliminaire a été publiée. C'est ce qui va réguler les stablecoins aux États-Unis. Il n'y a toujours pas de régulation aux États-Unis, contrairement à l'Europe, qui a déjà produit une certaine régulation avec le projet MiCA. Et là, ça a été publié. Regardez ce que ça nous dit. Pour moi, ce que je retiens, c'est que uniquement les stablecoins qui ne partagent pas le rendement avec leurs utilisateurs sont autorisés. Les stablecoins de type USDC et USDT n'auront pas le droit de donner le rendement associé, par exemple, au bon du trésor pour l'USDC et l'USDT à leurs utilisateurs. Ça, c'est extrêmement dommage. Parce que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Comment générer du rendement avec des stablecoins, j'ai des stables et je veux faire des choses avec. Et ben là, non, tout va rester dans les poches de USDC, de Circle, de Tether. Alors là on part plus dans les hypothèses. Pourquoi ça a été fait? Je pense que moi c'est du lobbying au niveau des banques. Les banques n'ont pas envie que les gens prennent leurs euros ou leurs dollars et les mettent dans des stablecoins qui se veulent du coup très sûr. Il n'y a même pas de protocole finance décentralisé au-dessus. C'est juste on met ça sur un stablecoin et ça nous génère du rendement associé. Je pense qu'il y a une pression à ce niveau-là des banques, et je pense aussi de Circle et de Tether qui n'ont pas envie d'avoir une concurrence tout simplement. Ils veulent rester les maîtres du jeu, rester en train de générer des milliards de dollars de bénéfices par an. Donc voilà, c'est dommage pour les utilisateurs. Je pense que ça va compliquer les choses, ça va complexifier les choses. Je pense aussi que c'est pour ça que certains projets, je sais pas, comme Ethena, ne veulent pas se dire, ne se présente pas comme étant stablecoin. Il parle de dollars synthétiques, peut-être pour essayer d'échapper à cette régulation. Je sais pas, là c'est juste mes hypothèses à moi. Il y aura pas mal d'autres choses. Les stablecoins devront avoir du cash ou des bons du trésor et des actifs extrêmement liquides. Ce que je retiens aussi, regardez, il y a une interdiction pendant 2 ans des stablecoins algorithmiques. Quand je parle de stablecoins algorithmiques, ils mentionnent clairement qu'ils ont un collatéral endogène, endogenously collateralized, c'est-à-dire en fait qui ont un collatéral qui est lié au projet. Par exemple, je prends le cas de l'UST et de Luna. Qu'est-ce qui était le collatéral de l'UST? C'était le token Luna. Donc c'était le token de gouvernance ou d'utilité du projet même. Ça va être complètement interdit pendant 2 ans, le temps d'y voir plus clair. Et de toute façon, ça, je pense, a été prouvé que ça ne marche pas. On va voir avec ce que nous prépare André Cronjeux là, avec un nouveau stablecoin similaire sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une interdiction, une certaine limite mise en place. Et ce qui est drôle, c'est quasiment le même jour, on a eu JP Morgan qui nous pond un article, qui nous pond une analyse, qui nous dit que eux, ils voient en fait les stablecoins qui donnent du rendement à leurs utilisateurs comme pouvant aller jusqu'à 50% du marché, alors qu'actuellement on est à peine à 6% du marché. Donc vraiment à l'opposé un peu de ce texte, de ce projet de loi de stablecoin. Je pense que, de toute façon, même si on n'a pas ce type de stablecoin qui génère du rendement pour l'utilisateur, il y a d'autres moyens au final de le faire. Il y a d'autres choses qui existent dans la finance décentralisée. Pour ceux qui veulent creuser, pour ceux qui veulent s'intéresser à tout ça, on peut générer du rendement sur le stablecoin sans prendre énormément de risques. Il y a des choses qui existent, sans aller sur de l'UST, Luna ou de produits similaires. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Et je pense que ça va en fait pousser les gens à ne pas faire des choses sur la finance centralisée ou sur les exchanges centralisés et les pousser plus vers la partie DeFi où ce type de règles au final ne s'applique pas. Donc moi je pense que c'est en soi une bonne chose aussi pour la DeFi parce que l'innovation va rester sur la DeFi et on va pas avoir par exemple de l'USDC qui génère 4-5% de rendement directement sur votre exchange favori.
Et ensuite, on va parler de GameStop. GameStop, je vous ai fait la news comme quoi GameStop avait autorisé de placer sa trésorerie sur du Bitcoin. Ils sont allés plus loin. Ils ont même ils ont annoncé une levée de fonds à plus d'1,3 milliard de dollars. Je reparlerai de l'heure plus tard. 1,3 milliard de dollars pour acheter du BTC. C'est juste énorme, hein, voilà. 1,3 milliard en convertible note. Ils se rapprochent de c'est la copie conforme de ce que fait MicroStrategy. Ils ont vu que ça marchait, ils veulent faire quelque chose de similaire, mais le marché ne réagit pas bien pour l'instant à cette news. Le jeton, je suis perdu avec tout ça. L'action GameStop a baissé de 25%. Il y a énormément de personnes qui sont en train de shorter GameStop parce qu'ils ne croient pas du tout en cette stratégie. Moi, je pense que si les investisseurs suivent, s'ils arrivent à lever les 1,3 milliard de dollars et qu'ils répètent ça comme MicroStrategy l'a fait, je pense que c'est une très bonne stratégie pour GameStop. Ils n'ont pas vraiment de business model qui marche très très bien actuellement. Les boutiques de jeux vidéo, ça marche pas non plus hyper bien avec tout ce qui est dématérialisé maintenant. D'ailleurs, quelqu'un m'a appris dernièrement dans les commentaires que, en fait, GameStop, c'est la maison mère de Micromania. En fait, ils ont racheté Micromania en 2008. Donc ça permet un peu de visualiser ce que fait GameStop. Ils ont beaucoup d'argent, ils vont lever beaucoup d'argent et ça peut être une bonne idée d'acheter du BTC. Une autre société qui achète beaucoup de BTC, c'est The Blockchain Group. C'est quoi? C'est une société française qui achète du BTC, qui a fait vraiment elle aussi une copie de la stratégie de MicroStrategy, de stratégie maintenant. Il vient d'acheter pour 54 millions de dollars de BTC. Dans les investisseurs d'ailleurs de Blockchain Group, j'avais vu des noms assez connus. On retrouvait notamment Adam Back, donc de l'écosystème Bitcoin qu'on connaît, qui a inventé la fonction Hashcash, qui a été utilisée par Satoshi Nakamoto pour créer le Bitcoin. Et ben voilà, ils viennent d'acheter 50 millions de dollars, ils vont continuer cette stratégie, ils ont levé de l'argent en mars pour faire cet achat, et voilà, ça va continuer, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui voient que MicroStrategy a réussi à atteindre une valorisation énorme de près de 80 milliards de dollars, il me semble, de mémoire, alors que la quantité de Bitcoin qu'ils ont, elle est juste autour de 40 milliards de dollars. Donc, ils sentent qu'il y a quelque chose à faire, que c'est en fait une bonne chose pour les investisseurs qui détiennent ces actions-là, et du coup ils vont continuer à faire ça tant que ça marche, tant qu'il y a un appétit des investisseurs pour acheter ce type d'actions. Moi je vois ça en fait comme un achat à effet levier sur le Bitcoin, parce que vous pariez en fait que la société va acheter du Bitcoin très rapidement, et que la dilution va être inférieure à la quantité de Bitcoin qui va être rajoutée, et aussi compensée par l'augmentation du cours du BTC, etc. Mais ça a plutôt bien marché pour MicroStrategy jusqu'à maintenant, mais les gens ont peur que ça soit pas juste un château de cartes géant qui va s'effondrer à la prochaine chute drastique du BTC. J'ai pas étudié plus longuement que ça la stratégie de MicroStrategy sur le cas, on va dire catastrophique, où ils arrivent pas, enfin où le cours baisse et qu'ils doivent rembourser les utilisateurs, les investisseurs, etc. Mais bon, au final, c'est pas ça qui va casser ou détruire le Bitcoin, même s'ils ont environ 2% de la supply de tout le BTC. D'ailleurs, regardez, je sais pas si vous connaissez ce site bitcointreasuries.net, ça donne une idée un peu de combien détient chaque société de BTC. MicroStrategy, bien sûr, à la première place. Regardez, on peut voir, ils ont une market cap de 84 milliards de dollars. Ils détiennent 500 000 bitcoins. À la deuxième place, on descend très rapidement à 46 000 pour Mara Holding, donc ils font du minage, du BTC. Riot aussi, ils font du minage. Tesla ensuite. Tesla vraiment, Elon Musk a acheté du BTC il y a très longtemps pour Tesla, et ils n'ont pas vendu une grande partie, ils avaient vendu une partie. Bon. Donc voilà, intéressant ce classement, et je pense qu'on risque de voir de Blockchain Group qui va rapidement monter dans ce classement. Là, regardez, on est déjà à la 30e place environ, avec les environ 50 millions de dollars 620 BTC. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié de parler de l'or. Regardez, l'or, la market cap de tous les jetons liés à l'or tokenisé sur les blockchains vient d'atteindre un plus haut historique, 1,4 milliard de dollars. C'est un cap qui vient d'être franchi grâce à deux tokens principalement, le token XAUT de Tether et le token Pax Gold PAXG de Paxos. Donc c'est les deux entités qui ont quasiment un monopole sur l'or tokenisé. C'est un actif du monde réel, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de moyens de générer du rendement sur l'or sur la blockchain. Il y a des moyens un peu détournés, on peut emprunter dessus, etc. Mais ça reste quand même assez limité, ce qui est possible de faire autour de l'or. Ensuite, on va parler de la France qui investit dans des tokens. Ça nous vient en fait de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, BPI France.
Ça appartient à l'État globalement, et ils ont annoncé un plan pour acheter 27 millions de dollars dans des cryptos pour investir en fait sur des projets vraiment early, des startups qui se lancent et qui lancent des tokens, et c'est vraiment focalisé sur l'aspect token. Ils ont clairement dit que c'est l'une des premières entités étatiques à se lancer dans un achat de tokens sur le marché avant même qu'ils soient listés sur des exchanges. C'est ça qu'ils disent. Donc je pense qu'ils vont aller suivre, écouter des projets qui veulent lever de l'argent, peut-être à leur acheter des tokens avant même d'arriver sur les exchanges et même sur des marchés décentralisés, sur Uniswap, sur d'autres projets, avant même que ça soit listé sur Binance, etc. Donc c'est une bonne nouvelle pour les projets français qui veulent lever de l'argent auprès d'investisseurs. Je pense que ça peut être un bon moyen aussi de les aider concrètement. Ça va faire monter au final le cours de leur token, ça va faire monter du coup la trésorerie aussi qu'ils ont, et ils peuvent faire plus de choses avec la trésorerie. Donc c'est un investissement potentiellement indirect, parce que s'ils achètent sur le marché, l'argent ne va pas directement chez les sociétés, mais de manière indirecte ça a une influence sur le cours des tokens de leur trésorerie et de ce qu'ils peuvent faire ensuite par la suite. Ensuite, la SEC vient de officiellement arrêter ses enquêtes contre Kraken, Consensus, Cumberland, donc des sociétés crypto. Il y a d'autres sociétés qui attendent encore officiellement que la SEC abandonne les poursuites. Je pense à Ripple, Robinhood, Gemini, Uniswap, et même si ça ne saurait tarder. Et d'ailleurs, crypto.com a eu aussi, pas une confirmation de la SEC, mais eux, ils ont confirmé que la SEC n'allait pas enquêter plus que ça sur eux. Ils avaient reçu une Wells Notice, donc un document qui montre que la SEC va bientôt porter plainte contre eux, et au final, là, ça a été annulé. Après, voilà, c'est tout à fait normal avec le changement d'administration. On s'y attendait, et au final, tant mieux, on le voit, et c'est une très bonne chose pour tout l'écosystème. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à très vite pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.